Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celle qui clame haut et fort qu'elle veut un disque d'or et chanter à l'Olympia. Attention, la parole est créatrice. Donc, il se pourrait que ça arrive d'ici peu. C'est tout ce qu'on te souhaite. J'ai eu l'envie de la rencontrer car son histoire va en inspirer plus d'un. J'en suis convaincue. Vous qui écoutez notre podcast et qui passez des castings, vous allez également faire face à des refus. Mon invité du jour en a fait l'expérience devant les téléspectateurs de TF1 dans The Voice Kids, il y a quelques années. Alors que beaucoup auraient abandonné, elle a choisi de persévérer et de suivre son rêve jusqu'à sortir son premier EP, Nuit Blanche, en septembre 2023. L'un des titres a d'ailleurs été chanté par une candidate de The Voice Kids. Une belle revanche sur la vie, non ? Mon invitée du jour est aussi une femme de l'ombre, derrière deux immenses succès. Cœur, la chanson avec laquelle Zoé Closure a remporté l'Eurovision Junior, rien que ça, et Aimer pour de vrai, le premier single de Elena, la demi-finaliste de la Star Academy. Écrire pour d'autres artistes, c'est renoncer à des textes qu'on pourrait chanter soi-même ? C'est faire preuve de générosité en partageant son talent pour faire briller d'autres artistes ? Comment vit-elle le succès de chansons qu'elle a écrites ? Comment utilise-t-elle la musique comme exutoire pour aborder des thèmes douloureux tels que le deuil, les troubles du comportement alimentaire ou encore le harcèlement scolaire ? Qu'est-ce qui l'inspire ? C'est avec Noé qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Bienvenue Noé. Sublime intro. Ah-ha. Franchement, je suis flattée, je suis heureuse d'être là, merci beaucoup. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Ouf, alors il y a encore du chemin, évidemment, mais je me construis dans les difficultés aussi, dans plein d'épreuves, dans le fait de m'affirmer en tant que femme et professionnelle, et c'est difficile de trouver sa place quand on est jeune. En plus, j'ai 22 ans, donc ça prend du temps. Mais en tous les cas, vivre de ma passion, c'est extraordinaire et je pensais pas réussir si tôt. À me réveiller le matin et à me dire écoute, je vais en studio, ou alors je vais écrire pour quelqu'un, ou alors je vais faire une interview. C'est assez fou. Donc oui, je suis en train de réaliser mon rêve. Il y a encore plein de travail que je dois faire et sur moi et avec les autres. Mais on est sur le bon chemin, je pense. Trouver sa place à 22 ans, tu imagines trouver sa place et la connaissance de soi et savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie. Raconte-nous, tu as grandi à Château-Thébot en Loire-Atlantique. Trop mignon, ça fait bizarre d'entendre des gens dire ce nom. Château-Thébot, exactement, c'est un petit village près de Nantes qui est magnifique. Et je suis heureuse d'avoir grandi à la campagne. J'avais une petite ferme en bas de chez moi, dans mon jardin, c'était incroyable. C'était un peu l'endroit de rêve quand on est enfant pour grandir. Et j'ai dû quitter cette petite maison-là parce qu'on a grandi et que c'était loin de tout quand même. Mais c'était des souvenirs fabuleux, vraiment, à cet endroit-là, génial, magnifique. En pleine nature, tu étais plutôt timide et tu as fait du piano très tôt. Quel genre d'enfance as-tu ? Raconte-nous. Genre d'enfance, écoute, je suis très admirative de ma grande sœur qui a 3 ans de plus que moi et donc je me cache beaucoup derrière elle. Et c'est, je pense, pour ça aussi que j'ai voulu trouver quelque chose qui me correspondait à moi et où j'avais pas forcément besoin de copier sur ma sœur parce que elle adorait la mode, moi pas. Elle adorait se faire jolie, moi pas. Moi j'adorais le foot et j'adorais la musique. Donc j'ai découvert le piano et c'est ce qui a fait que j'avais une petite différence et que je pouvais m'exprimer d'une autre manière que la parole parce que j'étais très très effacée et très timide. Une petite différence. Et tu rêvais de quoi ? Bizarrement, je rêvais pas d'être chanteuse. C'était même pas, j'avais même pas réfléchi à ça. J'adorais chanter, mais je rêvais pas forcément d'être chanteuse. Moi, à la base, je voulais être maîtresse, donc rien à voir. J'adorais les enfants.
Je me suis j'ai beaucoup joué à la poupée. T'adorais les enfants. J'adorais ça, mais vraiment, quand j'avais des petits cousins, je m'en occupais comme si j'étais leur maman, quoi, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais ouais, je m'étais jamais vraiment posé la question d'être chanteuse et c'est arrivé plutôt tard. Hein. Je pense que c'est arrivé au lycée où je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, j'en ferais pas mon métier? Ce serait fabuleux. Mais alors, à quel moment tu décides de venir à Paris et pourquoi? Premier casting de The Voice Kids. Quand même. Ouais. Alors, attends. À quel âge? Ouais, j'avais 13 ans. 13 ans. Donc, tu ne rêvais pas d'être chanteuse, mais quand même, à 13 ans, et excusez-moi, à 13 ans, on est quand même une enfant, tu décides de venir à Paris pour passer un casting de Voice. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? C'est un peu mon petit côté dualité. C'est que à la fois, j'ai une passion et je rêve de montrer au monde entier que j'aime chanter. Et en même temps, tu me disais que tu rêvais pas d'être justement, chanteuse. Exactement. En même temps, je suis beaucoup trop timide. J'ai pas du tout confiance en moi, donc j'y crois zéro. Donc jamais, moi, de ma propre initiative, j'irais essayer ce genre d'émission. En revanche, on m'a contactée parce que je mettais des petites vidéos sur Instagram où je montrais évidemment pas mon visage parce que j'étais beaucoup trop flippée. Voilà, le nerf de la guerre, comme on dit. Et c'est là que j'ai été contactée par une directrice de casting de The Voice. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes à Paris, passer le casting, ça n'engage à rien. Attends. Noé, tu es donc là, à la campagne, parce que c'est une campagne. Exactement. Tu aimes chanter? Oui. T'as 13 ans. Et alors quoi? Les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Instagram. Ok, mais donc maman, elle te laissait sur Instagram? Justement. En cachette? En cachette. Et bravo les enfants, c'est bien. Non, mais c'est une catastrophe. Mais j'étais hyper raisonnable pour mon âge. Je ne montrais jamais mon visage. Bravo. C'était écran noir. Les vidéos, elles duraient 14 secondes Incroyable. à l'époque. Ça, c'est tes parents qui t'avaient expliqué? Non, non, ils savaient pas que j'avais les réseaux, mais moi, j'avais peur. Et puis, j'ai un rapport à l'image qui est pas fou, toujours pas d'ailleurs. Et donc, je voulais pas alors montrer qu'elle est d'une beauté incroyable, avec des dents parfaites, un regard lumineux. Ok, donc tu te dis Instagram et tu mets quoi sur Instagram? Je mets des petites vidéos de moi qui chante. Mais où on voit pas ton visage. On voit pas mon visage. C'est donc vraiment quoi, écran noir. Écran noir, c'est pire que ça. Vraiment 0% divertissant pour les gens. Je sais pas comment ils faisaient pour regarder. Et aussi, il y a ce truc où tu vois, donc à ce moment-là, j'étais au collège. Je voulais surtout pas que les gens sachent que c'est moi. Après, il y avait quand même mon prénom. Donc, ils étaient quand même censés savoir que c'était moi. Mais je voulais pas qu'on voit mon visage. Ou ça se passait pas très bien à l'école? Ça allait. L'école, ça allait. Le collège, c'était plus compliqué parce que justement, il y a eu ce truc de The Voice. Et donc, même avant de passer les castings, beaucoup de moqueries, beaucoup de non, mais MDR, de toute façon, elle n'y arrivera jamais. C'est ridicule. Il faudrait qu'on fasse une étude. Pourquoi c'est les absolument gens sont... insupportable. Allons trouver. Un jour, on va trouver la solution. Moi, je pense que c'est très simple. En même temps, oui, c'est pas une solution, mais l'explication, elle est simple. C'est que, en général, c'est des gens qui rêvent d'être à ta place et ça veut pas dire qu'ils sont forcément jaloux de toi. Mais par contre, ils sont envieux. C'est pas la même chose. Mais tu sais que c'est un ADN plutôt français? Il paraît, ouais, c'est clair. C'est assez insupportable. Parce qu'aux États-Unis, en Espagne, en Amérique latine, ça se passe pas comme ça. Mais c'est clair. Et je pense qu'il y a la célébration de l'autre qui a pas du tout ici, chez nous. On va changer le monde. On changera le monde. C'est pour ça qu'on fait de la musique. Voilà. Franchement, c'est clair. Donc toi, tu balances des vidéos sur Instagram et là, une directrice de casting te contacte. Exactement, Margot Le Coursonnet, qui est mon petit ange gardien. Je lui dis toujours que tout ça, c'est grâce à elle parce que ça a été le début de tout. En vrai, au-delà de... C'est grâce à elle et c'est grâce à toi. Aussi. Je ne répondrai pas. Joker. Parce que tu as eu l'audace de balancer... tes musiques. Alors oui, ça c'est vrai. Ça a été, on va dire, le premier, évidemment, personne ne pouvait le faire à ma place. Donc ça c'est sûr. Mais quand j'ai reçu ce message-là, moi j'ai tout de suite dit, c'est mort. Impossible. Tu y as cru? Hors de question. Alors exactement, j'y ai pas du tout cru. Comme on m'embêtait pas mal au collège, on m'appelait souvent en numéro masqué pour se moquer de moi parce que je chantais justement. Et donc j'ai cru que c'était une blague. Et donc j'ai répondu hyper sur la défensive. D'ailleurs, je suis sûre que j'ai le message encore, mais où je dis mais comment je peux vous croire? Je suis pas sûre. Enfin, je pense que c'est pas vrai, que c'est une blague. Et la fille m'a dit non, mais tu peux aller vérifier. Check, j'ai un site internet. C'était le nom de la prod en fait. Et j'ai fait lire le message à ma mère et donc elle m'a dit non, je pense que c'est un vrai truc et c'est pas des gens qui se moquent de toi, quoi. Mais au début, donc, je voulais pas le faire. Donc, une relation de confiance avec ta maman où énormément. Tu lui racontes tout. Ouais. C'est la première qui est au courant de tout. Et justement, quand elle a découvert que j'avais Instagram, elle était aussi contente de voir que je l'utilisais à bon escient. Et évidemment, au début, elle a un peu gueulé, normal, c'est son rôle. Mais elle a vu que j'étais hyper prudente et que je connaissais les risques aussi. Donc
quand elle a vu que voilà, je faisais hyper gaffe, elle a direct eu confiance en moi. Puis elle savait aussi que c'était par là qu'il fallait passer. Même si c'était vraiment les débuts en plus d'Instagram. Mais voilà, elle m'a vraiment poussée à y aller. Moi, j'ai mis... il fallait que je renvoie une vidéo avant d'y aller parce que les vidéos duraient que 15 secondes. Donc, il fallait une vidéo d'1 minute où on voyait mon visage aussi. Et moi, je voulais pas le faire. J'avais pas le courage, j'avais peur, je pense. Et donc, je repoussais toujours au lendemain jusqu'au jour où ma mère m'a dit « Écoute, Noé, je vais faire les courses. J'en ai pour 1 heure parce que, parenthèse, mais je ne chantais jamais quand il y avait des gens à la maison. Impossible. Fallait toujours que la maison soit vide. T'étais pas la petite fille qui aime faire les spectacles, qui aime qu'on la regarde. Là là. Ça, c'était ma sœur. Et c'était génial. Et je l'admirais tellement. Quand tes enfants viennent, c'est l'heure du spectacle. Moi, en général, j'étais un peu la tête de turc. C'est-à-dire que j'avais toujours le mauvais rôle dans les spectacles avec mes copines, mes grandes sœurs et tout. C'était, moi, je joue le larbin, je joue la moche. Je te prends dans les bras de faire des bisous. Tu sais, on avait fait une émission avec ma sœur et la meilleure amie de ma sœur et ma meilleure amie à moi. On était petites, hein. On faisait nouveau look pour une nouvelle vie. Je sais pas si tu vois. Bah oui. Et moi, je jouais la moche qui devait être lookée. C'est une dinguerie quand même. À chaque fois, j'avais les rôles comme ça. Mais moi, ça me faisait rire parce que du coup, je me prenais pas au sérieux et je pense que naturellement, j'allais aussi vers ce genre de personnage-là. C'est toujours le second rôle un peu. Un cœur bien fait. Je sais pas ça. Mais en tout cas, qui s'aimait pas beaucoup. Petite question pour nos auditeurs. Quand tu commences à balancer des sons sur Instagram, où on voit pas ton visage, qu'est-ce que tu chantes? Tu composes ou tu fais des reprises? Que des reprises, beaucoup en anglais. Je crois même pas avoir fait du français, c'était beaucoup en anglais. J'imitais pas mal les chanteuses que j'entendais. Mais tu sais que c'est très très drôle parce que en fait, tu es en train de donner tous les anti-conseils que Bruno Berberès donne. Ne pas chanter en anglais, ne pas faire des imitations, mettez votre visage. Et mais je faisais tout l'inverse. Comme quoi, mais c'est pas la magie de. Mais c'est ça. Pas de recette. Mais non, il y a zéro recette. Il y a juste dans l'envie. ce milieu-là, bien sûr. D'être soi-même. La magie qui opère un jour, de toute façon. Et je pense que c'est même pas. Il faut arrêter, je pense, de réfléchir à ce que ça va évoquer chez les gens. Il faut juste le faire avec le cœur et c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Faire les choses avec le cœur, tu parles et beaucoup l'authenticité, de cœur. bien sûr. C'est la base, je pense. Alors là, t'es bien tombée. C'est un peu les valeurs de ce podcast. C'est important. Donc là, ta maman, elle te dit, je pars faire des courses pendant 1 heure. Voilà. Et donc, tu fais 3 vidéos. Et quand je reviens, si les vidéos ne sont pas faites, tu ne fais pas The Voice. En tout cas, tu tentes pas. Coup de pression de maman. Exactement. Bravo, maman. Elle est parfaite. Et voilà, donc tu as 1 heure et on y va, quoi. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai quand même un peu envie de le faire, même si ça me fait peur, j'ai envie de le faire. Donc, j'ai fait des vidéos, j'étais pas contente de moi, ça m'a rendue de mauvaise humeur. Elle est rentrée des courses. Alors, t'es contente? Non, ça me saoule. J'étais vraiment pas contente. Ouais. Je lui fais écouter 2 vidéos. Et puis, il y en a une où elle se met à pleurer. Donc, je me dis, ok, et j'avais chanté, je sais pas pourquoi, parce que je la connaissais pas du tout cette chanson avant de la faire. J'avais chanté Les yeux de la Mama de Kenji, peut-être qu'il y avait un message un peu inconscient. Oui. et ça l'a beaucoup émue, et donc elle l'a envoyé. Je suis allée prendre ma douche, parce que quand je suis en colère, je vais prendre ma douche. Bon, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Parce que l'eau, c'est une renaissance. Sauter dans une piscine, mais sûr. grave. Passer sous l'eau. Je lave un l'eau, peu le truc. Le symbole de la genèse. Quand vous êtes énervé, allez prendre des douches, mettez-vous... Tu sais, pas trop longtemps. Et pas trop chaude. Parce que la planète brûle. Ah, parce que la planète brûle. Ça ramollit. Aussi, ça fripe les mains. Contrôle, gestion du stress et des émotions. Exactement. Et, donc, et là, ça frappe à la porte. Alors, c'est pas évidemment la directrice de... Noé, tu fais quoi? Je fais, je prends ma douche. Ok, allez, tu sors. Bon, elle me dit souvent tu sors, donc je me dis j'ai été trop longue. Ok. Je sors, elle m'attend dans le salon, elle me dit tu fais quoi le 2 septembre, ma puce? Je fais j'imagine comme toi, j'ai 13 ans, donc je fais pas plus ou moins de choses que toi. Et elle me dit non, tu vas venir à Paris avec moi parce que t'as été prise à ton casting. Et là, les larmes, truc de malade, j'appelle toute ma famille. C'est incroyable, ça y est. Mais c'était que le début d'une dizaine d'autres... long parcours. Oui, récemment, on a fait avec casting.fr une audition. Il y a le rappel et puis l'autre rappel. Alors, raconte-nous justement, parce que là, la semaine dernière, on a fait un big casting parce qu'on propose à Bruno Berberès et ses équipes des petites graines, des talents, et qui sont certains rappelés. Alors, comment ça se passe après? Combien de fois on t'a rappelé? Raconte. Donc premier casting, je pense top 3 meilleurs moments de ma vie. Première fois que je vais à Paris pour ma voix, entre guillemets. Quand tu réalises ça, c'est quand même fou. C'est juste ta voix qui t'emmène à cet endroit-là. C'est un peu dingue.
J'y vais avec ma maman et mon beau-père, ma sœur et mon demi-frère. Donc c'est un truc aussi... tu vois, c'est une vraie aventure en équipe, quoi. Je me souviens que c'est des souvenirs forts pour tout le est-ce monde. que tu savais ce que c'était qu'un casting ? Est-ce que tu savais comment ça s'organise ? Alors, j'en avais entendu parler, j'avais vu des films, mais j'avais jamais fait de casting, évidemment. Donc, je savais qu'il y avait potentiellement des gens qui allaient pas m'écouter, des gens qui allaient être sur leur téléphone. Et c'est pas trop arrivé. Franchement, ils m'ont mis vachement à l'aise. En général, quand je suis un peu gênée, j'essaie de faire des blagues. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait quand même. Je crois que j'ai fait pas mal de vannes. J'ai carrément dit, d'ailleurs, de vannes. À mon sens, c'était des blagues. Évidemment, c'était très mauvais. Je suis arrivée à 13 ans et j'ai dit j'habite à Château-Thébot. C'est la ville du... J'ai oublié. Merde, c'est la ville de quoi ? Et un alcool... Qu'on boit ? Ouais. Ah bah oui, un alcool avec lequel j'ai oublié, c'est du vin blanc, un peu du mousseux. Non, j'y connais rien en Bon, alcool. bref, j'ai donné le nom de l'alcool, quoi, à 13 ans, tu vois. Et ils ont été un peu surpris. Ils ont fait super. Vous avez d'autres spécialités chez vous. Donc voilà, je me suis présentée. J'avais chanté Bruno Mars, When I Was Your Man. Donc j'étais beaucoup dans les chansons émotions. Je voulais m'accompagner au piano. Donc... Et je me souviens qu'il y a eu une magie à ce moment-là. J'avais un petit caillou porte-bonheur qui était un caillou qui venait de mon grand-père. Et c'était mon petit ange gardien, évidemment, à ce moment-là. Et donc, je me souviens que j'ai mis le petit caillou à l'entrée de la salle de casting sur un petit banc pour que ça puisse, justement, ça puisse me porter bonheur toute l'audition. Et c'est vrai qu'il y a toujours, et je pense que ça me suit toujours, c'est... pas la sensation que ça marchera parce que je suis plus forte que les autres, pas du tout. Je suis pas du tout dans cette idée-là, mais par contre, j'ai toujours eu la sensation d'avoir une petite étoile au-dessus de la tête. Alors, je sais pas comment l'imager cette étoile-là, mais je sais qu'elle fera toujours en sorte qu'il se passe le meilleur pour moi et que chaque épreuve arrive pour une raison aussi. Et jusqu'ici, en tout cas, ça m'a toujours donné raison, toutes les épreuves que j'ai vécues. Et donc, je continue dans ce truc-là et je pense que c'est aussi la manifestation et c'est un peu un truc positif de dire ça. Là, ça m'amène en tout cas vers le positif. Donc c'est un cercle vertueux. C'est ton esprit, la croyance et ta détermination. Ouais, très complètement. Joli. Ça me rappelle un peu ce que disait Petit Homme, c'est la magie de la vie. Ouais, exactement. La magie des rien n'arrive par hasard. Et rien n'arrive par hasard. Et alors, comment se passe ce casting ? Merveilleux. À la fin, il y a beaucoup d'émotions. Je me souviens qu'il y avait une psy aussi qui était là, qui nous accompagnait tout au long de l'aventure. Et c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a toujours une petite étoile au-dessus. C'est que même dans mes relations que j'avais avec les humains, les gens de la prod, il y avait un truc particulier qu'il n'y avait pas forcément avec les autres. Et c'est vrai que je me suis souvent très bien entendue avec les adultes depuis très petite. Et je me souviens que j'avais tissé des liens très très forts avec cette psy de The Voice qui s'appelait Maya. Et je ne l'oublierai jamais. C'était une relation de dingue. Et c'est vrai que j'avais l'impression que tout le monde était derrière moi. C'était assez fou. Et d'ailleurs, je me suis même demandé si j'avais pas accédé aux auditions à l'aveugle juste parce qu'ils m'aimaient bien, tu vois. Je me suis dit, mais c'est juste parce que je suis leur chouchoute. Mais peut-être que je chante pas si bien que ça, tu vois. Mais c'était génial parce que c'était un environnement hyper positif, hyper sain pour moi. Premier casting, je me souviens que je sors de la salle de casting. Je sais pas comment t'expliquer, mais je sais que c'est bon. Alors qu'ils m'ont rien dit, tu vois. Ils m'ont dit, on te rappellera plus tard pour te donner le verdict. Mais je savais que c'était bon parce qu'il y a des moments, c'est comme ça, c'est magique et on le sait. Okay. Et je suis sortie et j'étais en larmes et ma mère a eu trop peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis je disais non mais c'était incroyable, je veux refaire. Et donc c'était magique, j'avais des étoiles plein les yeux, donc ma mère en larmes. Enfin c'était beau, c'était vraiment un moment super fort. Et puis tout mon entourage qui me soutient. C'était la première fois en fait que mon entourage était rivé que sur moi. Donc c'était un peu... Et non plus sur ta sœur. Ouais c'est ça, c'était mon moment quoi. C'était vraiment dingue. Ouais. Et alors là, combien de castings encore pour que tu fasses l'émission ? Trop. Je sais qu'il y avait plusieurs des étapes où c'était pas forcément dit comme casting, mais on savait aussi qu'on pouvait pas forcément passer ces étapes-là. Là, tu nous dis le 2 septembre, tu es venue à Paris. Et quand est-ce que tu as tourné l'émission ? C'était au mois de novembre, ça devait être le 26 novembre, je crois. D'accord, très bien. Je sais trop si c'est cette date-là. Mais... Et là, tu fais ta première apparition médiatique en 2017, donc, exact. Dans The Voice Kids. Et alors, arrivent les auditions à l'aveugle et les fauteuils ne se retournent pas. Tu as 14 ans. Ouais. C'est chaud. C'est Comment chaud. tu l'as vécu ? C'est chaud. Sur le moment... J'y croyais pas parce que c'est pas un scénario qu'on s'imagine, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour que ça fonctionne en vrai, sinon on n'y va pas. Et c'est vrai que je m'étais pas imaginé ce scénario, mais vraiment pas. C'est bizarre, hein. Rappelle-nous qui était le jury. Qu'on balance les noms de ceux qui ne se sont pas retournés. Dis les noms. Il y avait M. Pokora, qui était mon crush de l'époque, évidemment. Il y avait Patrick Fiori,
et Jennifer. Donc ils étaient 3 et c'est vrai que comme on nous dit souvent en fait il y a plus de chances que ça se retourne que ça se retourne pas, on s'imagine que ça va se retourner. On se dit non mais je ne ferai pas partie du peu de gens qui n'ont pas eu de chance et au final si. Donc tu chantes. Comment tu as chanté ? T'étais contente de toi ? Non, pas du tout. Sur le moment, je me rendais pas compte. Je pense que oui, je devais être contente, mais il y a eu un truc qui est fou qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la vidéo YouTube que je déteste regarder. Mais il y a un moment où on voit que mon visage il s'illumine et que ma voix tremble. C'est le moment où je croise le regard de mon oncle qui est dans le public, qui est effondré, qui a les yeux très clairs en plus, donc je vois que ses yeux. Et là, je sais que pour moi c'est fini parce que je suis complètement déstabilisée. Je suis hyper émue de le voir, parce que je suis très très sensible. Et on le voit sur la vidéo YouTube, je fais dans ma voix, donc c'est mort. Et c'est vrai que c'est pas un moment vocalement qui est intéressant en vrai. Tu chantais quoi ? Je chantais Les yeux de la Mama, ça m'a suivi jusqu'aux auditions à l'aveugle. Et là, personne ne se retourne à ce moment-là. Comment tu le vis ? C'est un quand peu, on a 14 ans, qu'on est une petite fille, on n'est vraiment pas armé à ça, non ? Ouais, je pense que la première chose à laquelle je pense, c'est plus le regard des autres plutôt que moi, ma propre déception. Non, déjà la déception de ma famille. Ensuite, le regard des autres. Est-ce qu'on va se moquer de moi ? Parce que c'est quand même trop la honte. Et alors évidemment, c'est pas le cas. C'est pas du tout la honte, au contraire. Mais à ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et puis après, évidemment, je me dis, mais est-ce que moi, je serais pas un peu déçue aussi ? Et bien sûr que si, au-delà d'être déçue, c'est pour moi la fin d'une aventure, mais je sais pas si c'est la fin de mon aventure de chant, en fait, ou juste la fin de The Voice. À ce moment-là, je suis plus, en fait, c'était peut-être ma seule occasion de me montrer, parce que je sais pas ce que me réserve la suite, et je l'ai loupé. Donc, tu racontes qu'il y a une psy. Est-ce qu'on t'avait préparé à cette échéance, à cette probabilité ? Pas tellement. Ils nous préparent globalement tous, mais moi, on me mettait tellement dans un cocon parce que vraiment, on s'entendait tous très bien. Et ils pleuraient pendant mes répètes, tous. Donc, je m'étais pas préparée à ça. On m'avait dit, toi, t'as un truc de particulier. Donc, pas tant. Mais c'est pas de leur faute du tout. Au contraire, c'était même plutôt très positif. C'est juste que, du coup, effectivement, le contraste... Et comment tu t'es remise de ça ? Ça a été dur. Encadré, la psy t'a encadré. Non, c'est ça qui est difficile et qui, je pense, pourrait être un peu modifié dans tous les programmes. Parce que j'ai des copains qui ont fait la Starac et c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on fait plus partie de l'émission, on fait plus partie de la prod. Donc, il n'y a pas de suivi. On peut plus voir la psy. Alors, le seul moment où on peut la voir, c'est le moment où on sort de scène, du coup. Ou de toute façon, quand t'es pas pris, t'es obligé d'aller la voir. Si t'es pris, tu vas la voir ou pas. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc t'as un moment privilégié avec elle où elle discute. Mais après, c'est vrai qu'on est un peu lâché en pleine nature et c'est à nous de prendre la relève. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille hyper soutenante qui sait comment je fonctionne, donc qui m'a directement emmené voir des gens pour discuter, etc. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais de toute façon, dans ce moment-là, c'est important d'en parler avec sa famille, avec ses proches, avec ses potes, avec une psy si on n'est pas à l'aise avec sa famille. Enfin, c'est et on imagine le retour à l'école, et l'harcèlement, c'est c'est une avalanche de négativité. Et alors, quelles ont été les ressources ? À quel moment ? Je crois qu'il fallait que je m'autorise à un moment où je lâche prise et où je me laisse tomber un peu. Ça a duré longtemps ? Ça a duré longtemps, ouais. C'était quand même très très long et il y a pas, c'est marrant, mais même aujourd'hui, il y a pas un jour où j'y pense pas. Depuis mes 13 ans, je pense tous les jours à ce moment-là. À ce moment où ils se sont pas retournés. Ouais, à cette aventure-là, parce que aujourd'hui, d'une manière hyper positive, parce que je trouve que ça rend l'histoire encore plus géniale, qu'au début on me dise non, et qu'ensuite, moi je dise, en fait, si. Je trouve ça trop bien. Mais, et c'est là où encore que tu viens de dire, en fait, si. Toi, tu t'es dit, en fait, si. Voilà, comme disait Iseult, et j'adore cette phrase, on me laisse pas prendre l'escalier, c'est pas grave, je prendrai l'ascenseur ou l'inverse, tu vois. Alors ça, si tu savais comme ça me parle. Tu vois, mais je trouve ça génial. Et c'est aussi, ça a été un vrai tournant dans moi, la petite de 14 ans, qui doit prendre une décision, qui rapidement quand même, qui se dit, soit c'est trop violent pour moi, je l'ai connu là dès le début, c'est vraiment très dur, et ça a été le cas, donc je préfère... faire autre chose, et c'est pas grave, ça resterait une passion. Soit c'est même pas une question, je continuerai jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais ça a duré longtemps, cette déprime ? C'était peut-être 2-3 mois. D'accord, ok. Et vite, t'es ressortie. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté de chanter pendant 2 mois. Vraiment tout le temps, même sous la douche, j'arrêtais. J'avais plus goût à ça, et j'avais vraiment besoin de faire un petit break, quoi. Et ensuite, ça a repris très naturellement. J'ai repris les réseaux. Et puis, ensuite, il y avait cette motivation parce que la diffusion, elle était 1 an et demi après. Donc ensuite, j'étais direct dans le truc de...
en vrai, malgré tout, j'ai hâte que ce soit diffusé. Donc, j'avais une motivation à court terme qui arrivait. D'accord. C'était la diffusion, quoi. Et là, tu reprends les réseaux sociaux. Ouais. Et raconte-nous, il y a un moment, la révélation d'Arnielis. Ouais, c'est vrai. Pendant ce moment-là, c'était vraiment la même période-là. La même période. J'ai continué à faire des petits concours sur les réseaux. Donc, il y a eu la diffusion de The Voice. Ça m'a quand même, mine de rien, apporté pas mal de gens. Et donc, moi, je me suis dit, faut y aller, quoi. Faut profiter que des regards qui sont portés sur moi, des moindres regards, en tout cas, pour toucher les gens. Parce qu'en plus, les commentaires que j'avais reçus, c'était hyper bienveillant. C'était... oh, t'as un truc, t'es touchante, même si ça s'est pas retourné, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Donc c'était hyper positif pour moi. Et je me suis dit, j'ai écrit une chanson pour mon grand-père, justement. Pourquoi pas la mettre sur YouTube. Donc au début, je l'ai mis sur YouTube. C'était une version enregistrée à la va-vite. Et bizarrement, j'ai plein de retours hyper positifs. J'ai des premières reprises. Enfin, des gens qui la reprennent. Incroyable. Donc tu as composé entièrement cette chanson. Ouais. La mélodie. Au même âge, vers 13 ans. C'était au début des castings. Et l'écriture. Ouais. Mais la mélodie à la guitare, tu travailles. Piano, évidemment. Ouais, c'est vraiment piano. Et ça m'est venu, je pense que je l'ai écrite en 15 minutes parce que ça m'est venu tout seul. C'était comme si j'écrivais dans mon journal intime, quoi. C'était la même chose. L'inspiration. Ah, franchement, ouais, vraiment. Et c'est vraiment venu tout seul. Et c'était ma première compo. Donc évidemment, elle est hyper importante pour moi. Elle le sera toujours. Et alors, dans The Voice Kids 2022, mais ça, c'est énorme. Ouais, c'est ouf. Une jeune chanteuse nommée Sana reprend ta chanson sans que tu le saches. Oui, incroyable. Je l'ai vraiment appris au dernier moment quand j'ai Parce que cette chanson, tu la balances sur Internet, mais t'es pas signée. Est-ce que tu as déposé les droits Ouais, heureusement. Maman attentive toujours. Alors, elle est quand même dans le milieu. Elle est programmatrice artistique, mais tu vois, elle est... plus en lien avec les tourneurs qu'avec les maisons de disques. Donc moi, mon métier, elle le connaît pas vraiment. Maman, elle connaît un peu le métier. Elle connaît un peu, en tout cas, les vices du métier. Donc, elle est quand même hyper prudente et surtout, elle se renseigne énormément. Elle est trop mignonne. Son rêve, c'est d'être ma manageuse. Donc elle est au taquet. Et ouais, elle m'a dit, il faudrait quand même que tu la déposes parce que même si, à ce moment-là, je l'avais pas encore déposée sur les plateformes quand j'étais jeune, mais elle m'a dit, on te la pique, bah oui. Tu l'as fait un concours, on te la reprend, on sait jamais. Et elle a eu raison. Donc, je l'ai déposée très, très vite. Et tu peux nous expliquer comment on dépose une chanson, justement, si on a une mélodie, si on a imaginé, composé une chanson, avant de la balancer sur les réseaux sociaux, comment protéger son œuvre ? C'est très simple, tu t'enregistres, en vrai le support on s'en fiche, hein. Si c'est un téléphone, c'est un téléphone. Tu enregistres la chanson du début à la fin, que ce soit la mélodie ou que les paroles. Les paroles, c'est pareil, il faut que tu envoies la preuve datée aussi de l'écriture. Donc, tu envoies les dates et tu te fais un colis recommandé pour toi recevoir. Après, ça se fait plus trop ça, mais moi, je l'avais fait au début parce que j'avais pas d'équipe. Mais je m'étais envoyé un colis recommandé avec la petite clé USB qu'il fallait jamais ouvrir, sauf si quelqu'un me la pique et que moi, j'arrive avec ma clé USB pendant le procès et que je dis non, en fait, c'est à moi, regardez, elle est là. Donc voilà, c'est la solution. Il y a plusieurs solutions, mais tout ça, c'est sur la SACEM, du coup. Et s'il y a la moindre question, c'est vrai que c'est des gens, la SACEM, c'est des équipes qui sont hyper disponibles et qui vraiment soutiennent les artistes et protègent leurs œuvres. Et donc, ils sont de toute façon hyper dispo pour répondre aux questions. S'il y a quoi que ce soit, jeune ou pas, ils sont au taquet avec nous. Ils sont vraiment dans le soutien, je trouve. Donc c'est chouette. Et la SACEM, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu saurais nous dire ce que c'est ? C'est une société qui s'occupe des droits d'auteur des artistes. Donc par exemple quand on écrit pour nous c'est ceux qui s'occupent de reverser nos droits de stream liés au fait qu'on a écrit cette chanson là. Pareil pour la composition, il y a des pourcentages liés au nombre de paroles que tu as écrit sur une chanson, au pourcentage de composition que tu as fait sur ce titre là. Et c'est vrai que c'est en tout cas moi aujourd'hui dans ce qui me fait gagner ma vie, c'est la SACEM qui me fait le plus gagner ma vie parce que j'ai écrit des chansons et c'est ça qui me permet de manger. En fait, la SACEM, dès lors qu'on est artiste, on s'inscrit, on paye un abonnement, on dépose ses œuvres et c'est ce qui vous protège. Il y a de grandes célébrités, je pense à Patrick Coutin, J'aime regarder les filles, qui a vécu toute sa vie sur une chanson, un succès, un tube. Donc la SACEM, c'est ce qui va... vous déposez vos droits et protéger vos droits. Merci pour ce moment coaching. Moi, il n'était pas hyper clair. Alors dis-moi, donc Sana reprend ta chanson,
Mais ça te fait quoi? Tu réagis comment? Parce que c'est quand même le Graal. Le Graal. Franchement, je parlais du top 3 meilleurs moments de ma vie, The Voice, mais là, c'est top 1. C'est un moment de dingue. En plus de ça, hasard de malade, le soir où c'est diffusé à la télé, je suis à l'anniversaire de mon oncle, donc le fils de mon grand-père. Et donc, il y a toute ma famille, ma grand-mère, qui a perdu son mari quand même, ma maman, mes cousins, ma sœur. Et donc, c'est un moment... Incroyable. Incroyable parce qu'au-delà du fait que quelqu'un reprenne ma chanson, c'est une chanson tellement symbolique pour ma famille et pour moi. On se dit, waouh, là... Il y a beaucoup de magie autour de toi. Ouais, mais c'est ça, mais parce que j'ai vraiment l'impression que ma vie, elle est basée sur ça, quoi. On a l'impression que c'est un film, et ça, c'est toujours le cas. Et j'ai la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça, mais ce moment-là était dingue, mon oncle en larmes, ma mère pareil, et moi pas trop, parce que trop intense pour moi, et puis ça fait peur aussi. C'est un peu vertigineux. Je me dis, c'est une chanson tellement intime. Là, elle est quand même chantée devant la France entière, littéralement. Et donc, il y a un peu cette peur aussi qu'elle m'appartienne plus ou que les gens pensent que c'est pas la mienne. Et au final, pas du tout, parce qu'elle a dit mon prénom. Ça, c'était fou. J'avais peur aussi qu'ils fassent une faute d'orthographe quand ils écrivent Noé, Dernier Noé. Il y avait les 2 E, donc tout va bien. Ils se sont pas trompés dans le titre. Enfin, il y avait aussi, je pense, plein de facteurs de stress, un peu de moi qui contrôle des trucs professionnels qui m'ont empêché de vivre le truc à fond. Mais c'était exceptionnel comme moment. C'était assez fou. Est-ce que c'est cette médiatisation qui t'a permis de signer dans ce label Warner? Absolument, c'est ça? Ouais. C'est eux qui t'ont contacté? C'est suite à ça? Alors, comment c'est venu? Je crois que Warner m'avait contacté un petit peu avant parce que j'avais commencé à faire des TikTok qui ont fait que Dernier Lys a commencé à être un peu plus écouté. Donc ça, c'était vraiment avant The Voice. Mais... Donc il m'avait contacté, mais effectivement le fait que ça passe à The Voice, ça a un peu déclenché la machine forcément, parce que j'ai été appelée par Sony, Universal, Vagram dans la même semaine, parce que forcément on est remonté dans le top viral, parce que The Voice a une puissance de frappe juste énormissime. Surtout sur une chanson inconnue, les gens ils sont toujours hyper curieux d'écouter, surtout quand c'est une chanson qui provoque des émotions. Écrite à 13 ans. Ouais. Pour nos auditeurs, je ne sais pas si vous avez bien compris que c'est une chanson que tu as écrite, composée à l'âge de 13 ans, quand ton papy est parti. Complètement. Et donc, c'est une impulsion... en fait, c'est l'expression des artistes, c'est-à-dire comment l'artiste, souvent, crée dans des moments un peu douloureux. Complètement. Et on en revient aussi au truc de l'authenticité. Tu vois, c'est une chanson que je n'ai pas écrite dans le but qu'elle fonctionne, dans le but qu'elle passe en radio, dans le but qu'elle soit chantée par d'autres. C'est une chanson qui a été... un exutoire pour moi et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une magie autour de ce titre-là. Dans cet échange, tu rappelles ce que nous clamons si souvent chez casting.fr et moi dans le coaching, c'est la connaissance de soi, savoir pourquoi on est vraiment fait, ce qui te fait vibrer, et puis faire les choses sans trop y réfléchir, mais des choses qui viennent du cœur, avec beaucoup d'intention et d'affirmation, et c'est là où la magie opère. Complètement. Et que ça soit Petit Homme, que ça soit Jans, tous ces gens qui ont des succès extraordinaires, ce sont des personnes qui ont été authentiques, et sans trop se méfier de ce qu'on allait penser d'eux. Exactement, et de toute façon, je pense que quand on fait les choses pour les mauvaises raisons, soit c'est-à-dire pour faire plaisir à des gens, soit pour répondre à une norme, pour moi, on va droit dans le mur, c'est une évidence, et je m'en rends compte aujourd'hui, et c'est vraiment les questions que je me pose tous les jours en ce moment. C'est, j'ai vraiment envie de retourner à ce que j'aime vraiment. Là, j'ai envie de m'enfermer en studio, de faire des trucs sans réfléchir, sans me dire est-ce que ça passera sur énergie. En fait, non, j'ai envie de faire ce que j'aime, et la magie opérera. Et j'y crois, vraiment, j'y crois. Et mon inconscient, il est... Enfin, pas mon intuition, pardon, elle est suffisamment forte pour me donner la liberté dont j'ai besoin, quoi. Écouter son intuition et puis surtout se défaire des relations qui te parasitent et qui sont des obstacles. Absolument. Alors raconte, le label, tu signes et tu sors ton premier EP. Tout à fait. Premier EP, souvenir. Nuit blanche, dingue, flippant aussi, mais dingue. Contente parce que ces chansons, elles existaient depuis longtemps et qu'il fallait que j'attende avant de les montrer aux gens. Avant de les faire écouter, donc j'étais contente, et puis même si évidemment je suis pas Angèle, mais il y avait quand même un petit peu de gens qui attendaient ça, donc je suis contente
les gens en tout cas qui l'ont écouté m'ont fait de bons retours. On est resté sur ce terrain évidemment hyper authentique, et puis pareil, il y a des chansons qui ont énormément de sens pour moi dans cet EP là. C'est un peu une transition aussi Dernier Lys et mon EP. On sent que j'ai grandi, on sent que j'ai vécu des choses aussi entre temps, et je trouve ça cool. C'est, encore une fois, on parlait de films, et je crois que c'est vraiment le fil rouge sur ce projet. C'est j'ai envie jusqu'à ce que je puisse plus en faire, mais de faire des chansons qui racontent des périodes de ma vie et qui, je pense, et j'en suis même persuadée, correspondent aux périodes de vie de tout le monde, parce que on est tous un peu pareils, mine de rien. On vit tous à peu près les mêmes choses, sous des angles différents, mais en tout cas, voilà, globalement, je sais que ça parle à des gens, ce que je raconte. Et je veux pas lâcher ça, et puis j'ai envie que les gens ils grandissent en même temps que moi, en fait, et qu'ils me voient grandir aussi. C'est ça qui est important, il faut qu'ils se sentent proches de moi et qu'ils s'identifient à moi. C'est ce qui est très séduisant chez toi, c'est que tu disais j'ai 22 ans, mais tu as une maturité qui est relativement déconcertante. Elle te vient d'où, cette maturité, d'après toi? Bah, je sais pas, mais de petite, je pense, j'ai mon papa qui est parti très tôt, qui est pas décédé, mais qui nous a un peu abandonnés quand même assez tôt, et donc on s'est construite un peu dans le cocon, dans un petit cocon avec ma mère et ma sœur, et je pense que j'ai toujours eu un peu ce rôle de vouloir protéger tout le monde, et forcément ça m'a fait grandir un peu plus vite. Ouais. Comment une jeune fille de 22 ans sort un EP avec ses propres morceaux et devient auteur? Tu as quand même composé Cœur pour Zoé Closure, qui parle du harcèlement scolaire, donc ça c'était un sujet plutôt lourd que tu connais, mais surtout elle a gagné l'Eurovision grâce à ça. Non mais comment on écrit une chanson pour une autre? Ça, pour le coup, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des éditeurs qui ont eu confiance en moi, parce que à la base, j'étais pas signée en édition. Donc, l'édition, c'est tout ce qui concerne la partie auteur et compositeur. Donc, on oublie totalement la chanteuse que je suis, mais on parle vraiment de l'auteur avec un E à la fin, et compositrice que je suis. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, bah, écoute, on aime bien ta plume, on aime bien comment tu composes, on aimerait bien te signer pour que tu écrives pour d'autres. Et que tu continues évidemment à écrire pour toi. Mais donc aussi, ça, est-ce que c'est un label? Explique-nous bien. Bah, en fait, c'est l'équivalent d'une maison de disques, mais qui s'occupe seulement de l'aspect composition et auteur. D'accord. Voilà. Donc, Okay. ça ne concerne pas du tout la chanteuse que je suis. C'est vraiment comme si... Et encore une fois, on est venu te chercher. Ouais, en fait, c'est quelqu'un avec qui je travaille aussi sur mon projet. C'est aussi un des réals de l'EP, qui a ouvert sa boîte d'édition et qui m'a dit viens, on se lance dans le truc et on tente des choses. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de réseaux, qui connaît les gens, au-delà du fait qu'il soit dans des... Enfin, c'est pas quelqu'un de bureau, tu vois, c'est quelqu'un de studio, donc il est en contact direct avec les artistes, et je pense que ça fait aussi la différence, parce qu'il y a un truc de confiance qui s'instaure directement quand on sait de quoi on parle, et lui, il sait de quoi il parle puisqu'il fait du studio. Et c'est lui qui m'a proposé le projet de l'Eurovision. Il en avait entendu parler, il a eu le brief et il m'a dit je pense qu'on peut le faire. On est beaucoup sur le projet. Je dis on parce que lui, il était compositeur du titre et moi autrice du coup. Mais il m'a dit viens, on le tente, quoi. On fait une propale et on voit ce que ça donne. Il y avait vraiment beaucoup d'artistes en plus que moi je connais qui étaient sur le dos. Donc j'avais la pression, mais je me suis dit s'il y croit, c'est qu'on peut se le tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre. Mais pour le coup, j'y croyais pas. Moi, je le faisais surtout pour être sûre que ce soit écouté en réunion et que les gens se disent c'est qui Noé. L'idée, c'est que mon nom il circule un peu partout. Je trouve ça cool et c'est important. Donc, c'était plutôt dans cette dimension-là que je le faisais. Et au final, bah, encore une fois, la magie a opéré et c'était notre titre, quoi. Donc c'était dingue. Et comment on compose, justement, comment on écrit pour une jeune fille comme Zoé? Tu l'as rencontrée, t'as préparé, comment ça s'est fait? Alors, il me semble que je l'avais pas rencontrée dans la vraie vie. On se connaissait un peu des réseaux sociaux, mais surtout j'ai regardé des petites interviews d'elle pour voir comment elle s'exprimait. Je savais pas vraiment ce qu'elle avait vécu, donc évidemment je me suis renseignée. Je voulais surtout pas qu'elle défende un sujet dont elle n'était pas malheureusement victime, parce que c'est une cause hyper importante et ça peut être mal interprété si c'est pas vécu. Donc je me suis renseignée, je voulais vraiment être sûre qu'elle ait vécu ça, et je pense que je connaissais un peu l'image que pouvait avoir l'Eurovision Junior, et c'était souvent des chansons qui étaient considérées comme légères alors qu'au final pas du tout. Et je trouve qu'au contraire, toutes les chansons qui ont été faites pour l'Eurovision Junior, il y a toujours une seconde lecture qui est hyper intéressante. Mais du coup, moi, je voulais vraiment parler d'un sujet important et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, il faut changer le monde. Bon, bah, à notre échelle, on essaie de le faire, et je me dis c'est un programme qui est énormément regardé, donc si on peut laisser passer des messages, c'est mieux. Et c'est génial qu'ils aient fait toute une
c'est un peu vulgaire comme mot, mais toute une com autour de ça, parce que c'est important. Et je préfère qu'on fasse une com autour d'un sujet important qu'autour d'un artiste ou truc, juste histoire de faire la promotion du truc. Donc c'était chouette. Et puis elle a hyper bien défendu le titre. La mise en scène était sublime. Enfin, c'était fou pour moi de voir mes paroles interprétées comme ça devant des millions. Quand on compose une chanson comme ça, quand on écrit une chanson qui devient un immense succès, est-ce que tu te dis pas j'aurais pu me la chanter pour moi En général, c'est vrai qu'on me pose souvent la question et je pense que j'écris pas du tout de la même manière une chanson que j'écrirais pour quelqu'un d'autre qu'une chanson que j'écrirais pour moi, et ça m'est encore jamais arrivé, mais je pense que ça va arriver. Ça m'est encore jamais arrivé de proposer une chanson un peu à contre-cœur en me disant j'aimerais bien la chanter. Parce que en général, elle est un peu sur mesure pour l'artiste, parce que c'est sa manière de parler, c'est ses mots, et j'essaie vraiment d'aller au plus près d'elle, et c'est vrai que leur manière de s'exprimer ne correspond pas à la mienne et inversement. Et que tu es très claire avec toi-même et que tu sais très bien je sais ce que tu fais et ce que tu veux. Ouais, Deuxième succès avec Elena, Aimer pour de vrai, un autre succès. C'est fou. Ouais, bon là je suis pas toute seule dessus, c'est grâce à Alice et moi et Dany Terreur, parce que c'est eux qui m'ont appelée. Ils m'ont appelé un mercredi soir en me disant écoute, on aimerait bien composer un titre pour Elena. Elle était encore dans la Starac à ce moment-là. Et donc on a fait une session tous les trois. On a écrit avec Alice et composé avec Dany. Et on est sortis de là. Moi j'étais un peu... je savais pas trop quoi en penser. Je savais pas si ça allait lui plaire. Elle est sortie de l'aventure. On s'est écrit sur Instagram avec Elena. Et je lui ai dit que j'avais fait un titre pour elle avec Alice et Dany. Et elle m'a dit mais oui, il paraît que je vais l'écouter demain, j'ai trop hâte. Et puis elle m'a écrit le lendemain en me disant j'ai pleuré quand j'ai écouté le titre. Donc là je me suis dit waouh, incroyable, notre titre l'a touchée. Et donc elle l'a choisi. Et du coup et pareil, quand c'est sorti, j'ai vu un truc qui s'est passé, quoi. Il y a un truc un peu inexplicable. Souvent dans cette interview, tu nous racontes comment tu touches, tu émeus. Il y a beaucoup de poésie en toi. Quelles sont tes inspirations ? Tu écris beaucoup, tu lis beaucoup, tu aimes les mots ? Pas tant que ça, je lis très peu, je lis même pas. Je pense que le dernier livre que j'ai lu, c'était Ma tête Martine à la plage, tu vois. Donc, je suis pas une très grande lectrice et c'est dommage en plus. Je suis experte dans les Martines. Mais c'est génial. C'est une vieille référence. C'est génial, ça, les Martines. D'où une petite jeune fille de 22 ans parle des Martines. Si. Mais non, c'est vrai que je lis pas beaucoup. Par contre, je sais qu'au lycée, j'étais pas forcément une super élève, j'étais pas un cancre non plus, mais ça m'intéressait pas trop. Et à part le français et la philo, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée parce que... Littéraire, donc. Ouais, franchement plus. En fait, tout ce qui fait appel à la réflexion personnelle et au vécu aussi, moi, ça me passionne parce que chaque réponse... est différente entre chaque personnalité, et je me rendais compte au lycée que les seuls cours où il fallait pas apprendre par cœur, c'était plutôt la philo et le français, et c'est ça qui me passionne, et ça me passionne toujours. Après j'aime bien écouter de jolies chansons françaises, tu vois, je suis très variété française, Berger, France Gall, Gainsbourg, j'adore évidemment, donc je m'inspire beaucoup de ces artistes là aussi. Mais non, je suis pas une grande lectrice, non. Alors, tu fais les premières parties de Stilto, Vianney, Jarry, Suzanne, et tu clames que tu veux faire ton concert à l'Olympia. Mais oui, ça y est, ça y est, c'est bon. Mais alors, quand tu as chanté avec Renaud une reprise de Manhattan Kaboul pour son album de reprise. T'es sur le chemin, là, je crois. C'est dingue, non ? Ouais, fou. Surtout que, pour la petite anecdote trop mignonne, on parlait d'Instagram tout à l'heure, la première vidéo, toute première que j'ai mise sur mes réseaux, c'était donc en 2000, je sais même plus. C'était moi qui me filmais de dos en jouant Mistral gagnant au piano. Première vidéo de mon Instagram. Si j'avais su des années plus tard, 10 ans plus tard, que j'allais chanter dans son album, c'est même là, quand je te le dis, j'y crois pas. Comment ça se fait ? C'est Renaud qui t'a contacté ? Alors Renaud cherchait il doit pas être sur les réseaux sociaux. Non, il n'est pas très TikTok. Renaud.TikTok. Non, il cherchait une voix féminine pour faire Manhattan Kaboul avec lui dans son dernier album là. Et en fait, il a eu plusieurs propositions de voix. Et le directeur musical a écouté ce que je faisais. Et il a proposé à Renaud en disant ça c'est bien quand même pour le titre, ça marcherait bien. Et Renaud a dit mais grave. Il a parlé comme ça, il a dit mais grave. Exactement ce terme-là. Et du coup, c'est allé très vite. J'ai enregistré dans la semaine où je l'ai appris. Et puis, c'est sorti rapidement après. Il y a eu le clip qui était incroyable. C'était fou. Je me souviens que pour le clip aussi, on a fait une première scène tous les deux. On était dans un taxi. J'étais derrière et on devait se regarder dans le rétro. Et on faisait du playback. Il y avait l'enceinte avec la musique, avec nos voix.
Et je me souviens que sur la première scène, j'ai pleuré parce que... donc déjà, horrible, parce que c'est un tournage où il faut aller vite, et moi, je me mets à pleurer, donc je fais putain, t'assures pas du tout là. Mais en fait, c'était trop intense comme moment. J'ai pris une claque de vérité, de vie, là, où je me dis, attends, là, t'es avec Renaud dans un taxi, avec ta voix et la sienne sur une enceinte, il te regarde dans les yeux, c'est fou. Donc, c'était dingue comme moment, et on a fait un peu de télé ensemble, donc c'était chouette. C'était vraiment, vraiment fou comme expérience. Incroyable. Tu aimes la langue française et tu aimes les chansons françaises. Et Ouais. tout à l'heure, tu parlais de France Gall. Encore une fois, ça me sidère. Comment à 22 ans, et je le vois, que tu vas faire partie du patrimoine français. Toi aussi, j'en suis persuadée. C'est quoi le feat de tes rêves ? C'est là où elle me sort Beyoncé, le truc rien à voir. Un peu tout match. Le feat de mes rêves, c'est marrant, j'y ai pensé un peu il n'y a pas longtemps, mais j'avais un nom. Ouais, mais grave, bien sûr qu'on va lancer un appel. En même temps, je te dis ça, mais j'ai plus le nom. C'est fou quand même. Chanteur, chanteuse ? Il y en a plein. Français ? Plutôt chanteur, je pense. Il y a tellement de... Alors, j'adore les chanteuses, évidemment, mais je trouve que des duos hommes-femmes, c'est beau parce que... Enfin, je trouve ça sublime. En termes de voix, les contrastes, c'est vraiment magnifique. Mais en même temps, il y a des femmes, tu vois, genre Clara Luciani. Elle a tellement une voix qui est différente de la mienne que ce serait fou. Mais ouais, il y a plein d'artistes que j'adore. Bah, évidemment, Angèle, j'adore. Damso, ce serait fou parce que, pareil, univers hyper différent. Je pense que ouais, pour un feat, il faudra un contraste de malade, tu vois. Un contraste de malade. Ouais, une culture hyper différente, une voix hyper différente, une façon de chanter et d'apprivoiser la musique hyper différente aussi. Et pourquoi pas aussi un choc des générations, tu vois. Que dirais-tu à la petite Noé ? À cette petite fille timide qui commençait le piano là-bas dans sa campagne ? Bah, mine de rien, je pense que j'ai pas tant changé que ça. Je reste quand même assez timide parfois. Évidemment, j'ai plus trop le choix que de plus trop l'être, mais je pense que ça fera toujours partie de moi. Mais en tout cas, je lui dirais que de sublimes choses l'attendent, et aussi, je lui dirais quand il sera temps, de savoir dire non, de faire attention à elle, d'éviter les pièges et de pas vouloir réussir à tout prix. Voilà, toujours rester en phase avec elle-même et se protéger, c'est le plus important. À bon entendeur. Merci Noé pour ce délicieux moment et à bientôt. Merci beaucoup.